Comme ça. Tiens. Bonjour, je m'appelle Christophe Carminati et je suis cofondateur de ContractChain. ContractChain, c'est un service qui s'adresse à la profession notariale pour certifier et pour annexer des documents aux actes avec l'aide de la blockchain. D'ores et déjà, plusieurs questions vont se poser. Pourquoi les notaires utiliseraient-ils la blockchain alors qu'ils savent exercer leur mission sans elle? Et pourquoi utiliser cet outil alors que les notaires sont des tiers de confiance légitimes et reconnus? Avant de répondre à ces questions, commençons par définir ce dont on parle et par une simple question. La blockchain, c'est quoi et ça sert à quoi? Quand je cherche blockchain sur Google, et chacun d'entre nous s'est un jour épuisé à le faire, voici ce que je trouve. La technologie blockchain est une nouvelle version d'Internet permettant l'enregistrement décentralisé de l'information numérique sur des blocs à travers des nœuds distribués qui sont stockés dans une chaîne pour fournir au réseau une plateforme sécurisée et immuable. Ces blocs permettent des transactions peer-to-peer, donnant aux utilisateurs une plateforme décentralisée qui est maintenue et gérée par consensus. On a juste compris que c'était un objet techno très compliqué. Personnellement, je crois que la techno est très secondaire et qu'il s'agit d'une machine qui agit avant tout sur les usages et sur les comportements. Je m'explique. Partons de la finalité plutôt que de son fonctionnement. La blockchain est une machine qui certifie des données. Elle dit tel jour, telle heure, cette donnée est à tel état. Et elle ne sait rien faire d'autre. S'il n'y avait qu'une chose à retenir, ce serait ça. Allons tout de même un peu plus loin. Cette donnée que l'on inscrit sur la blockchain, ça peut être une transaction. C'est le cas d'usage des crypto-monnaies. Jean doit un bitcoin à Paul. Et cela est consigné sur la blockchain. Mais la donnée peut être d'une toute autre nature. Nous allons nous intéresser à l'usage qui est pour vous le plus courant, la sécurisation d'un document. Eh bien, on sait depuis longtemps mettre un bien matériel dans un coffre-fort physique et depuis un peu moins longtemps, placer un fichier dans un coffre-fort numérique. Mais quand on sort ce document, et sauf à ce qu'il soit sur papier ou signé électroniquement, il n'est plus sécurisé. Plus rien ne garantit son intégrité. Si ce document est numérique, et dans un format ouvert, Excel ou Word par exemple, il est modifiable et ne peut donc être considéré comme un original. Hier, ce problème n'avait pas de solution. Pour le résoudre, nous allons essayer, ensemble, de fabriquer une blockchain publique. Je vais vous transmettre, à vous tous, un fichier Word par mail. Évidemment, en l'état, je ne peux empêcher quiconque de le modifier. Nous allons donc convenir d'un protocole et nous appliquer 3 règles. Première règle. Le fichier original sera celui qui est majoritaire parmi les nôtres. Puisque nous sommes nombreux, c'est un bon début. Mais c'est encore insuffisant. Rien ne m'empêche d'appeler chacun d'entre vous et d'essayer de vous corrompre. Excusez le terme, mais cette blockchain est publique et il est possible que vous ne soyez pas notaire. Et ensuite de vous demander de modifier le document. Deuxième règle. Nous allons relier nos ordinateurs les uns aux autres pour leur permettre de s'interroger afin de vérifier si l'un d'entre nous n'a pas modifié une donnée. Et si l'un d'entre nous le fait, c'est la troisième règle, eh bien son fichier sera automatiquement remplacé par celui qui est majoritaire. Voilà, c'est tout. Cherchez une faille dans ce simple protocole, beaucoup cherchent depuis 10 ans et n'en trouvent aucune. Convenons que ce protocole relève tout autant des sciences sociales ou comportementales que d'informatique. Nous venons de fabriquer une blockchain dont on comprend que plus elle sera étendue, plus elle sera sécurisée. Aujourd'hui, la blockchain la plus solide regroupe de l'ordre de 10 000 membres. Pour ajouter une ultime couche de sécurité, et afin de s'assurer que les détenteurs des données sont individuellement incorruptibles, il faut préciser que la compétition dans laquelle ils sont engagés les incite à investir dans du matériel informatique très onéreux et souvent énergivore pour avoir une chance d'être rémunérés en crypto-monnaie. Pour ne pas être reconnus comme des tricheurs et pour ne pas risquer de perdre leur investissement, ils se doivent individuellement d'être fidèles au protocole. En contrepartie de leur rémunération, leur devoir est de sauvegarder la blockchain. C'est une question essentielle. Prenons l'exemple de ContractChain. Ce qu'elle dépose dans la blockchain est accessible à d'autres. Ce que d'autres y déposent est tout aussi accessible. En d'autres termes, tout le monde peut surveiller tout le monde. Et c'est d'ailleurs en cela que cette machine est vertueuse. Celui qui triche est certain de se faire prendre la main dans le pot de confiture. Mais cette accessibilité, si vos données y étaient stockées, présenterait une faille évidente. Vos données seraient consultables par tous. C'est la raison pour laquelle seules les empreintes numériques des documents sont stockées dans la blockchain.
Au fait, une empreinte numérique, c'est quoi? Dans le monde réel, l'équivalent, c'est mon empreinte digitale. Je la mets dans la blockchain et moi seul, avec mon index, peux prouver que je suis l'original. Si on revient dans le monde du numérique, et parce que la particularité d'un fichier est qu'il peut être dupliqué, eh bien vous pouvez transmettre un document non protégé à quelqu'un et lui proposer de la confronter à la blockchain. S'il n'a pas été modifié, la blockchain lui répondra « Ce document, à cet état, a été certifié tel jour, à telle heure ». Et si vous ne détenez pas le document, interroger la blockchain ne vous donnera accès qu'à des données illisibles et donc inexploitables. Pour reprendre le parallèle de tout à l'heure, je ne peux pas me refabriquer à partir de mon empreinte digitale. Si vous avez encore une pointe d'inquiétude, venons-en à ce que la blockchain ne sait pas faire. Sur ce sujet, la presse n'en dit mot, mais encore cette techno à toutes les sauces. Au passage, vous lirez encore beaucoup, la blockchain pourrait faire ci, saura faire ça. Jugeons les faits plutôt que les commentaires. Parce que les cas d'usage ne sont pas si fréquents, les applications restent rares. Et c'est aussi parce que la machine est encore redoutée ou mal comprise, ou qu'elle est mise d'ailleurs en œuvre sur des cas d'usage qui n'ont pas vraiment de sens. Prenons avec une dose de malice le cas suivant. Je rédige sur Word un beau diplôme de notaire, je trouve le logo de l'INFN sur Internet, je mets tout ça en PDF et je le dépose sur la blockchain. J'ai fait un faux. Il est certifié, mais il est toujours aussi faux. La blockchain ne sait donc pas fabriquer un document authentique, et ce mot-là doit vous parler. Elle est d'une fiabilité désormais non contredite, mais il lui manque quelques qualités. La légitimité, la culture juridique, la déontologie, et plus largement l'intelligence. Vous êtes soulagé? Si on reprend cet exemple, quelle est l'évidente conséquence? Puisque la blockchain n'efface jamais rien, je prends le risque de voir inscrit à tout jamais que je suis un faussaire. Est-ce que je peux prendre un tel risque? Peut-être ou peut-être pas. Après tout, il me suffirait de détruire mon faux original pour qu'il ne puisse plus être confronté à la preuve blockchain. J'aurais alors perdu mon temps. Par contre, si je le transmets à quelqu'un, alors je m'expose. Prenons un autre exemple, plus efficace. Je suis l'INFN, je dépose sur la blockchain les empreintes numériques des diplômes de mes étudiants, et je le fais chaque année. Je remets ces mêmes diplômes à mes étudiants en précisant publiquement, sur mon site par exemple, leur empreinte et leur date de redatage blockchain. Par la suite, les désormais diplômés pourront faire autant de copies qu'ils le souhaitent. À chaque confrontation à la blockchain, cette dernière répondra oui ou répondra non. D'ailleurs, pour plus d'accessibilité et de transparence, pourquoi est-ce que je n'afficherais pas sur mon site internet une zone de dépôt de documents qui répondrait en une seconde « Ce document est un original ». Et allons au bout, on va le mettre en rouge, « Ce document est un faux ». Voilà, c'est terminé. Avec la blockchain, on ne peut plus tricher. En synthèse, et au lieu de se questionner sur la machine et sa fiabilité, il faut s'interroger sur la qualité de celui ou celle qui a certifié une donnée. Et c'est bien là que le monde off-chain, dont vous et moi faisons partie, trouve ou conserve ses prérogatives. On pourra au passage dire un mot des applications blockchain au sujet de logistique dont on parle beaucoup. Les failles sont off-chain, et tout aussi nombreuses que sans blockchain d'ailleurs. Il y a en effet toujours quelqu'un qui colle ou décolle un QR code sur une caisse de tomates. Les blockchains privées se sont développées sur le modèle techno des blockchains publiques, mais en écartant ce qui les gênait, c'est-à-dire la décentralisation du pouvoir, la crypto-monnaie, le minage énergivore et les Chinois. Les lignes de code sont donc les mêmes, mais les fondements sont écartés. Commentons les différences, en commençant par le plus simple, le modèle économique. Les blockchains publiques s'autofinancent avec la création monétaire. Les blockchains privées décident de se priver de cette ressource. À ce titre, toutes les blockchains privées se sont développées avec du financement volontariste ou contributif. Une grande majorité n'a pas survécu à la question du prix quand il s'est agi par la suite de les financer par les seules transactions. En face, il existe un millier de blockchains publiques, plus ou moins sérieuses. Au même titre que les blockchains privées, celles qui trouvent un marché perdurent, celles qui grandissent se consolident et celles qui ne savent pas se financer meurent. Abordons enfin le sujet de la gouvernance. Au lieu d'être décentralisées, les règles sont définies par un groupe de personnes. Pour prendre l'exemple de la blockchain notariale, ces organes de gouvernance en ont défini les règles et chaque notaire mineur s'est engagé à les respecter. La question n'est donc pas techno, mais se limite dès lors à la question « puis-je faire confiance à cette institution ?» S'il s'agit d'un pool de banques et d'assureurs, j'hésite quand même. Et s'il s'agit du notariat, voire de l'État, eh bien ma réponse est ni plus ni moins qu'avant.
Si j'étais promoteur de ces blockchains, et pour entraîner l'adhésion, j'essaierais d'ajouter une ouverture aux autres. Elle pourrait être de deux ordres, l'usage et ou la gouvernance. Que perdrais-je à rendre cette blockchain utilisable en dépôt et en consultation par des services tiers, voire par tout citoyen? Après tout, n'est-ce pas pour eux que je travaille? Pourquoi ne pas leur apporter un service et, au passage, atténuer le sentiment de défiance que trop de citoyens ont à l'égard du droit? Que perdrais-je à élargir mon organe de gouvernance à d'autres institutions? Dans votre environnement, on pourrait citer la Caisse des dépôts, les huissiers, les commissaires aux comptes, les avocats, les magistrats, la Banque de France, l'ANSSI. Plus largement encore, il faut sans doute se poser la question suivante. En qui ont-ils naturellement confiance? Et avec plus d'ambition, on pousse ça à l'échelle européenne, on crée l'Eurocoin, subsidiairement pour contrecarrer Bitcoin, et surtout pour que ma blockchain publico-privée se finance autrement que par des taxes. Bon, je vais sans doute trop loin ou trop vite. Redescendons sur Terre et convenons plus simplement que si la blockchain, qu'elle soit publique ou privée, vous permet de faire la même chose qu'hier, par exemple, ce document est bien un original, mais de manière différente, alors on peut se poser la question de son utilité. Tout ça pour ça, me direz-vous? Eh bien, si la blockchain permet de proposer un service nouveau que vous ne saviez rendre sans elle, alors il faut la regarder avec intérêt. Pour ne parler que de mon service, dont la blockchain n'est qu'une brique, ce sera peut-être un jour la blockchain notariale, les actions et les documents sont tracés, vos clients peuvent vérifier indépendamment de vous et de moi, vous gagnez la confiance de vos clients plus que vous ne l'imposez. Les documents sont vérifiés de manière exhaustive avant d'être signés. Le consentement ne peut être plus éclairé. On supprime jusqu'aux erreurs matérielles. Vous pouvez annexer et donc signer des milliers de documents et des gigaoctets de données en format natif et donc exploitable par vos clients. L'objet de vos actes est donc mieux qualifié. Pour vos clients, je crois que ce n'est pas rien. En conclusion, je crois que la blockchain doit être regardée sans crainte et avec discernement. Elle apporte un service, il trouve son utilité, je prends. Elle ne sert qu'à l'affichage et où les failles off-chain perdurent, je jette. Voilà, j'espère avoir pu partager avec vous une vision plus claire d'un outil dont je crois qu'il agit davantage sur les comportements que sur les documents, et qui s'avère être moins concurrent de la profession notariale que cela n'a pu être dit. Vous pouvez retrouver d'autres masterclass sur la révolution numérique et son impact sur le notariat en vous rendant sur le site du Congrès des notaires de France. Merci de votre écoute et au plaisir de poursuivre.